Chers amis, chers camarades, avant que tout ça ne commence vraiment, avant d'entamer mon propos, j'aimerais vous parler. Ensuite, nous aurons moins le temps. Ensuite, si tout va bien, tout ira vite. Ensuite, c'est moins à vous qu'il me reviendra de m'adresser qu'à nos compatriotes vers lesquels nous avons choisi ensemble de nous tourner. Je veux vous parler, parce que c'est avec vous que cela commence aujourd'hui, ici. Je veux vous parler, parce que c'est vous qui m'avez apporté votre confiance. Bien sûr, cette confiance me touche et je vous dois une confidence. Dans un premier temps, lorsque plusieurs d'entre vous m'ont sollicité pour porter notre candidature, sans y réfléchir vraiment, je n'y voyais rien d'insolite. Bon, après, dans un deuxième temps, j'ai réfléchi un peu. Et plus j'y réfléchissais, plus ça me semblait extravagant. Alors, dans un troisième temps, j'ai décidé de ne plus y réfléchir du tout. J'ai décidé de ne plus y réfléchir, car je crois qu'au fond, le goût du combat politique relève de l'instinct. Et c'est précisément ce qu'il s'agit de réveiller chez nos concitoyens, à qui la politique inspire d'abord un profond dégoût. Votre confiance, je disais, me touche, mais votre confiance d'abord m'oblige. Car rien ne me prédestinait à être ici aujourd'hui. En politique, une chose ne doit jamais nous quitter. Nous construisons d'abord du plus que soi. Ce plus que soi, c'est le combat pour la France, pour une France républicaine, au service de laquelle nous avons décidé, les uns et les autres, de consacrer notre engagement. Un engagement qui exige d'abord beaucoup de générosité, mais aussi de la sincérité. Ce sont ces deux choses simples, la sincérité et la générosité, à laquelle les Français ont longtemps cru. Ce sont ces deux choses simples qu'ils ont vues dans le combat politique disparaître sous leurs yeux. Ce sont ces deux choses simples, au-delà de la question des idéologies, auxquelles ils aspirent profondément. Et c'est avec sincérité, et c'est avec générosité que j'entends parler aux Français. C'est avec sincérité et générosité que j'entends livrer ce combat. C'est avec générosité et sincérité que nous parviendrons ensemble à mettre l'essentiel au cœur du débat qui vient. Je veux vous parler, car la parole est le premier don politique que l'on doit aux citoyens. Qui ne voit aujourd'hui combien cette parole est abîmée, combien elle est discréditée avant même qu'elle ne soit prononcée? Elle est profondément dénaturée par les stratégies de communication qui trop souvent tiennent lieu de politique. L'action politique commence par la parole. Une parole qui doit retrouver le goût de la franchise et de la liberté. Une parole qui doit inspirer la confiance. Une parole qui doit respirer le souci du vrai et du juste. Restaurer l'intensité de la parole politique, c'est la condition élémentaire pour que le débat puisse réellement avoir lieu. Sinon, c'est une comédie. Une pièce qui se déroule devant les citoyens, mais un théâtre sans illusion, dont chacun connaît les ressorts et la machinerie en coulisses. Une pièce dont chacun connaît l'intrigue et le texte qui sera prononcé par les acteurs. Une pièce où le personnage dit l'inverse de ce que pense le comédien. Une pièce où le personnage dit qu'il décide et où le spectateur constate qu'il ne peut rien. Une pièce où l'on joue à être ce que l'on n'est pas. Une pièce dont chacun connaît la fin. Mais comment s'étonner dans ces conditions que la salle se vide? Voilà à quoi renvoie le dépit de nos concitoyens. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux ne jugent plus utile de voter. Ils ne s'abstiennent pas, comme on dit
pudiquement. Ils font la grève. Et nous avons pour obligation d'entendre d'abord leurs revendications. Citoyennes, citoyens, chers compatriotes, vivons-nous encore vraiment dans une démocratie ? Je ne parle pas de la forme institutionnelle qui fonctionne et qui préserve des procédures, des élections, une constitution, un parlement et des élus locaux désignés par le suffrage universel. Non, je veux parler de démocratie réelle. Je veux parler du respect de la souveraineté du peuple, sans laquelle il n'est pas de république. Le grand débat de l'élection présidentielle ne fera pas l'économie de cette question. L'effondrement de la démocratie, c'est la déconnexion entre la volonté exprimée par les citoyens et la politique conduite pour ceux qui les représentent, par ceux qui les représentent. C'est un lapsus révélateur. Nommons les choses. La crise politique que traverse notre pays est une crise de souveraineté. Souveraineté parce que, d'abord, les citoyens ne se sentent pas ou mal représentés par leurs représentants. Ensuite, les citoyens sont affligés par la vacance du pouvoir. Ils constatent que le politique ne peut rien, ou si peu, et que les décisions sont prises ailleurs, c'est-à-dire en dehors du pays, ou bien, en tout état de cause, en dehors de tout contrôle démocratique. Et peut-on sérieusement leur donner tort ? À l'évidence, non. Les faits sont têtus, le réel résiste à tous les entêtements et à tous les dénis. Nous sommes au moment précis de cette histoire où il n'est plus possible d'ignorer les ravages générés par la crise politique. Peu à peu, j'en ai acquis la conviction. Nous vivons dans une post-démocratie. Alors, la post-démocratie, c'est simple. C'est la démocratie Canada Dry. Ça a le goût de la démocratie, ça a la couleur de la démocratie, mais ça n'est plus vraiment de la démocratie. La post-démocratie, c'est un régime qui préserve les apparences, les apparats de la démocratie, mais un régime qui n'en a plus les qualités. Les élections peuvent bien aboutir à des changements de majorité, mais elles ne modifient qu'à la marge le contenu des politiques mises en œuvre. Et à quoi peut-on relier ce constat ? Dans le paysage, je le disais à l'instant, la parole politique est profondément détériorée. Depuis le tournant de la rigueur de 1983, alors, pas une simple courbe, un virage en épingle. Eh bien, depuis ce tournant de la rigueur de 83, jusqu'à la fracture sociale de Jacques Chirac en 1995, des promesses de Nicolas Sarkozy au discours du Bourget de l'actuel président de la République, la parole présidentielle a perdu tout crédit. Depuis plus de 30 ans, l'épreuve du pouvoir s'achève par la preuve des renoncements. La répétition du phénomène de manquement à la parole donnée a produit une faille de confiance qui sera longue à combler, car nos concitoyens s'y sont accoutumés à un tel degré que désormais, ils anticipent le reniement avant même l'élection. La défiance à l'égard des politiques. Voilà ce que les observateurs décryptent pudiquement, toujours, à longueur d'enquête d'opinion. Mais ce n'est pas la défiance à l'égard des politiques, c'est une suspicion généralisée. L'ampleur du divorce se mesure à l'aide d'un thermomètre qui reste assez fiable en démocratie. Je veux parler des élections. Nous l'avons vu une fois encore aux dernières élections régionales, avec une abstention massive, et la confirmation que le Front National est devenu, dans notre pays, la première force politique. Nous l'avons vu, et ce n'est pas, mes chers camarades, ce n'est pas l'injonction futile au vote utile, ni les élans désespérés de barrage au Front National qui permettront de résoudre le problème dans la durée. Il faut impérativement résister à ce sauve-qui-peut généralisé pour deux raisons.
D'abord, parce que la stratégie défensive est une logique de perdant. Ensuite, parce que le sauf-qui-peut généralisé vide le débat démocratique de sa substance. Rendez-vous compte, nous en sommes à ce point précis, et nous en sommes arrivés à un tel degré d'absurdité qu'il y a à gauche des gens qui appellent à voter Estrosi pour empêcher la victoire du Front National. On ne gagnera pas cette bataille en refusant de livrer le combat. On entend en permanence que le FN instrumentalise les peurs des Français. Ce n'est pas faux. Mais que dire des sociaux libéraux qui instrumentalisent sans vergogne la peur du Front National pour éteindre par avance tout débat? Chacun mesure l'opération politique, je devrais dire l'opération politicienne, qui se trame actuellement en coulisses. Ah, déjà je vois les bonnes âmes agiter le fameux spectre du 21 avril. Tremblez! Mais ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Cette intimidation ne marche plus. Un cycle s'est refermé avec les dernières élections régionales de décembre. Le retrait, je regarde mon camarade Quincton, qui nous vient de Lorraine, et qui soutenait Jean-Pierre Masseret, le retrait des candidats de gauche au deuxième tour, c'était un 21 avril volontaire. Ce choix d'avoir retiré les candidats par avance, disqualifie par avance ceux qui seront tentés de nous reprocher de mettre les pieds dans le plat, au risque supposé que l'histoire se répète et que François Hollande ne se retrouve pas au second tour. Mais si tel devait être le cas, la responsabilité pèsera entièrement sur ses épaules, sur ses renoncements, sur la politique qu'il a choisi de conduire depuis son élection, à rebours des engagements de sa campagne. Le mandat de François Hollande est malheureusement écrit depuis le 29 juin 2012. Il y a une date précise, lorsqu'il a décidé d'accepter le traité budgétaire européen en dépit de son engagement de le renégocier pendant la campagne. En matière économique et sociale, tout le reste procède de ce choix inaugural. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point. Le problème de François Hollande, son problème, reste entier à ce stade. S'il devait, on ne le sait pas encore, mais ça se dit, s'il devait être candidat à sa réélection, ce n'est pas son bilan qu'il va défendre. Il avait un mandat des citoyens français, et c'est le bilan d'Angela Merkel qu'il va leur présenter. Il ne faut pas s'étonner que les Français rechignent. Car comment expliquer au fond, nous cherchons de comprendre, comment expliquer qu'un gouvernement de gauche se soit converti au libéralisme le plus décomplexé? Pourquoi appliquer la ligne politique de Manuel Valls, qui avait réalisé 5% à la primaire socialiste en 2011 ? Au fond, je vais vous le dire, il n'y a aucune explication qui vaille. Car expliquer ce revirement, ne serait-ce pas déjà un peu vouloir l'excuser ? Les partis politiques, ou plutôt ce qu'il en reste, sont eux aussi devenus post-démocratiques.
Ils ont une responsabilité éminente dans la rupture entre le peuple et les élites mondialisées. Les partis, d'abord, généralement, ne pensent plus. Ce sont pour l'essentiel des appareils, des écuries et des corporations d'élus. Le réflexe grégaire de ces groupes s'est progressivement fossilisé. L'esprit collectif, le sens de la loyauté sont des propriétés requises pour tout engagement politique dès lors qu'il s'inscrit dans la cohérence avec des idées. Le militant politique est une espèce en voie de disparition qui a progressivement été remplacée par une espèce nuisible, les affidés. Les affidés, eux, ils confondent fidélité aux idées et obéissance aux structures, intérêt de la nation et intérêt des baronnies locales et des fiefs. Ces affidés, qui peuplent les directions des grands partis politiques, sont aidés par une armée toujours plus nombreuse de professionnels de la politique, des technocrates, des conseillers en communication, des spécialistes de l'opinion. Tous ces mercenaires de la vie politique vivent entre eux et vivent dans un système de financement public de la vie politique qui est pour eux une véritable rente de situation, puisqu'il est basé sur les précédents résultats des élections, privilégiant ainsi les vieilles formations déjà établies, bloquant toute perspective de renouvellement. Tous ces fonctionnements, notamment à gauche, corrompent la vie politique dans notre pays. Si cela a pu exister sans que les citoyens s'en inquiètent, longtemps, eh bien aujourd'hui, ils en sont très conscients. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, je proposerai de modifier le financement des organisations politiques de notre pays. Nous pourrions, par exemple, envisager que leur financement dépende pour une part d'un fléchage obligatoire d'une petite partie de l'impôt, comme c'est fait pour les syndicats, notamment en Allemagne. Les citoyens pourraient ainsi choisir quel parti politique ils souhaitent véritablement financer. Cette réforme simple obligerait les partis à se préoccuper des Français tout au long du mandat et pas seulement au moment des élections. Autre symptôme post-démocratique, le débat est lui-même institutionnellement confisqué, à commencer par l'enceinte de la représentation nationale. Je veux parler de l'Assemblée nationale, devenue un véritable théâtre d'ombre et par conséquent une cour de récréation. Le Parlement français est bridé par la mainmise de l'exécutif qui maîtrise l'ordre du jour, use et abuse des procédures accélérées, recourt au vote bloqué ou au vote réservé, innove avec de nouvelles délibérations si un vote des parlementaires a l'heure de déplaire au gouvernement, soumet à la discussion au temps dit programmé, dégaine le 49.3, comme sur la loi Macron, lorsqu'il se sait en minorité, dispose de toute latitude sur les délais. Mais, mes chers amis, quel nom donner à une république qui infantilise à ce point sa représentation nationale? Pour la plupart, ces dispositions sont contenues dans notre Constitution depuis 1958, avant l'apparition du fait majoritaire. Mais aujourd'hui, ce ne serait pas trahir l'esprit de la Ve République que de revaloriser le rôle du Parlement. Ce serait au contraire un retour aux sources, celui d'un équilibre raisonné entre le législatif et l'exécutif. D'autres initiatives, plus clandestines, mais redoutablement efficaces, mettent aujourd'hui la démocratie en péril. Les intérêts des grands groupes, des banques et des multinationales sont essentiellement assurés aujourd'hui par l'action des lobbies. Ce sont eux, par exemple, qui ont obtenu le dépeçage minutieux de la fameuse taxe sur les transactions financières. La taxe Tobin, au départ envisagée à 0,1% du volume des transactions, devait générer 35 à 40 milliards d'euros de recettes à l'échelle européenne. Le lobby bancaire a trouvé que c'était trop. Et la discussion se poursuit, certes, désormais, avec une petite dizaine de pays, un taux abaissé, des exemptions multiples, notamment pour ce qu'on appelle les teneurs de marché. Ah, savez-vous ce que sont les teneurs de marché? Pour l'essentiel, ce sont les grandes banques, celles qui assurent la liquidité des places boursières. Voilà, fermez le banc. Le lobby est un secteur florissant de l'économie bruxelloise. 20 à 30 000 emplois, ce n'est pas rien. Les lobbycrates ont également obtenu le renoncement à la taxation du trading de haute fréquence. Cette technique qui permet de gagner quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars dans des opérations qui se déroulent à la vitesse du son. En quelques millisecondes,
les robots achètent, puis revendent des titres et génèrent des profits grâce au volume. Ça relève largement de la manipulation de marché, mais où est donc l'entreprise dans cette virtualité? Où est la production? Où sont les salariés? Loi bancaire, législation sur le tabac, affaire du Mediator, la lobbycratie a montré à de nombreuses reprises sa capacité d'influence. Ça rend des mesures législatives indispensables. Et j'entends proposer des mesures démocratiques fortes en ce sens. Elles viseront à généraliser la transparence quant aux activités des lobbyistes et à leur financement, à garantir l'équité d'accès aux décideurs publics, afin de permettre une représentation pluraliste de la société civile, à durcir les règles sur le pantouflage et à les étendre de manière adaptée aux parlementaires, à interdire aux organisations de lobbying de recruter, sous quelque forme que ce soit, d'anciens décideurs publics, avant un délai de carence fixé par la loi, de sanctionner, avec la plus grande sévérité, tout manquement à ces nouvelles règles de salubrité démocratique. Le pouvoir de la finance dans l'orientation des politiques économiques n'est plus à démontrer. À cet égard, la lobbycratie s'inscrit dans son époque. Nous avons changé de monde en même temps que nous avons changé d'époque. Désormais, la politique se fait à la corbeille. La mondialisation financière réhabilite en permanence et partout le droit du plus fort, déguisé en droit tout court. Le marché organise un rapport de force dont le déséquilibre ne cesse de s'accentuer au bénéfice de la valeur actionnariale, au détriment des salariés, des citoyens, au détriment aussi des puissances publiques, États et collectivités. Cela est vrai des producteurs de la filière agricole, qui sont soumis aux exigences de la grande distribution. Cela est vrai du chantage permanent à la délocalisation dont abusent les grands groupes. Cela est vrai de la concurrence qui entraîne la baisse des salaires en Europe, obligeant les uns et les autres à s'aligner pour ne pas perdre en compétitivité. Cela est vrai de la situation des salariés, qui intègrent mécaniquement la précarité de leur situation dans un contexte de chômage structurel. Ce système asymétrique est en train d'essorer les forces vives en Europe, désespère les salariés, bouche l'horizon des jeunes générations. De nombreuses mesures seront à prendre pour que la politique, c'est-à-dire la démocratie, gouverne à nouveau l'économie. La première d'entre elles sera de rétablir le contrôle des capitaux, à même de protéger la production et l'économie réelle du chantage à la délocalisation. Cela posera donc, j'y reviendrai, évidemment, la question de l'Europe, puisque toute mesure de contrôle des capitaux est strictement proscrite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Une véritable séparation des activités bancaires, je dis véritable, ainsi qu'une taxe sur les transactions financières seront également au cœur de mes engagements. Le fonctionnement de la post-démocratie transforme peu à peu l'État en État fantôme. La commercialisation des biens communs répond à une stratégie assez basique. Donc d'abord, on distingue les activités publiques non rentables des activités publiques rentables, et puis ensuite, on vend les premières, c'est-à-dire les rentables, à l'économie privée, et on laisse à l'État le soin de gérer les activités coûteuses. La recette n'est pas très compliquée. Cette mécanique facilite ensuite largement le travail de ceux qui veulent démontrer combien l'État est mauvais gestionnaire. Il n'y reste plus qu'à gérer la misère. Cette stratégie, c'est celle de la prophétie autoréalisatrice. C'est le vaste mouvement de privatisation des services publics auquel l'ensemble des gouvernements en France se sont rendus depuis 3 décennies. Le dernier exemple en date, c'est la mise en demeure de la Commission européenne de libéraliser les barrages hydroélectriques. Concurrence, concurrence, concurrence libre et non faussée, disent-ils inlassablement. Mais savent-ils seulement, les gens qui prennent ces décisions, savent-ils seulement quelle est la fonction des barrages dans le mix de production électrique? Les barrages permettent de délivrer rapidement de l'énergie en cas de pic de demande. Mais si demain, l'opérateur principal qu'est EDF
n'en disposent plus. Il ne faudra pas s'étonner de redécouvrir les charmes d'une partie de Scrabble le soir à la bougie. L'État fantôme, c'est l'injonction faite au service public d'adopter les pratiques de l'entreprise privée, de revenir sur le statut des fonctionnaires. L'État fantôme, c'est aussi la multiplication des fameux PPP, partenariats public-privé, dont la vraie traduction est profit pour le privé, perte pour le public. L'État fantôme, c'est la sous-traitance au privé des missions qu'il savait parfaitement remplir autrefois. Qui sait, par exemple, qu'aujourd'hui, près de la moitié de la gestion de nos prisons est d'ores et déjà déléguée à des entreprises privées dans ce pays. L'État fantôme, c'est la perte de confiance de l'État en ses propres capacités. C'est une crise de légitimité qui touche ses agents. C'est la culpabilisation permanente des fonctionnaires par la doxa libérale. Mais qui osera dire enfin dans ce pays que les fonctionnaires produisent de la richesse ? J'entends pour ma part défendre ardemment les services publics et leurs agents, le rôle et les missions de l'État. Je n'exclus, c'est un nouveau nini que je vous propose, je n'exclus ni les nationalisations provisoires, ni les nationalisations définitives. La puissance d'agir du politique est à ce prix. Il est des biens communs qui doivent appartenir à la communauté des citoyens. Ceux qui, depuis le célèbre Nini, je parle de l'autre, puisque maintenant il y en a un nouveau, renoncent à cet outil, ont cédé moralement et idéologiquement aux libéraux. La post-démocratie, c'est évidemment le transfert du pouvoir vers les autorités extérieures, des organes internationaux de plus en plus puissants et qui n'ont de compte à rendre à personne. C'est pratique. C'est le pouvoir monétaire de la Banque centrale européenne. C'est le pouvoir normatif et juridique de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est le pouvoir moralisateur de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le pouvoir de surveillance de la Commission européenne sur le budget des États. C'est le pouvoir du Fonds monétaire international qui réinvente des programmes de type pétrole contre nourriture. Alors, avec une autre configuration, il propose des financements contre les fameuses réformes structurelles. C'est le pouvoir de l'OMC qui régit le commerce mondial. C'est l'extension, enfin, permanente des tribunaux d'arbitrage en matière commerciale. La post-démocratie, c'est aussi la constitutionnalisation des politiques publiques dans le marbre des traités, qui échappe ainsi en permanence à la délibération collective. Le propre d'un traité, c'est qu'il surplombe les choix politiques des peuples. Il survit au changement de majorité. Dès lors, lorsque le contenu intègre des orientations de politique économique, ils deviennent de véritables modes de gouvernement. Je parle naturellement de TAFTA, ce traité scélérat en cours de négociation, dans la plus stricte clandestinité. Et c'est bien évidemment aussi le cas du maudit traité de Lisbonne. Le maudit traité de Lisbonne, que le peuple français avait rejeté sans grande équivoque, à 55%, et que le Parlement, censé représenter ce même peuple, a estimé convenable de ratifier 2 ans et demi plus tard. Remarquez bien l'ironie de l'histoire, mes amis. C'est à Versailles que le Congrès s'est réuni pour enterrer la souveraineté populaire. Il y a des lieux comme ça dans notre histoire qui semblent avoir une vocation immuable. L'affaire du traité, véritable, pardon Jean-Marc, Lisbonne Gate, mérite d'être jugée pour ce qu'elle est. Un parjure de la représentation nationale. Une véritable violation de serment. Car s'il n'y a pas de mandat impératif, il y a à tout le moins l'obligation pour ceux qui procèdent du peuple
de respecter ce peuple et de s'incliner devant lui. Cet événement reste un choc et un traumatisme pour toute la République. Depuis 2008, il y a en réalité dans ce pays un peuple qui est orphelin. Nous serons là pour porter sa voix, son exigence de justice, sa farouche volonté d'exister. Et je prends l'engagement devant vous d'inscrire dans la Constitution l'obligation de consulter les Français par référendum comme préalable indispensable à la ratification ou à la réforme d'un traité concernant la construction européenne ou l'organisation du commerce international. Ces choix fondamentaux appartiennent au peuple. C'est à lui qu'il revient de se prononcer. Il est, dans ce domaine, le décideur en dernier ressort. Je ferai ici une observation. Il y a au sein de notre Assemblée nationale de dangereux récidivistes. Je ne parle pas, naturellement, de nos deux parlementaires. Je veux parler de l'application du statut de collectivité territoriale unique pour la Martinique et pour la Corse. Les citoyens l'avaient rejeté par référendum en 2003, dans ces deux îles. Et rebelote. C'est passé par la loi au Parlement. Mais qu'est-ce qui justifie, plusieurs années après, de passer outre la volonté exprimée majoritairement par le peuple? Qu'est-ce qui autorise la représentation nationale à s'affranchir de la souveraineté du peuple? Avec les Français, nous sommes attachés à l'unité de la République et à son indivisibilité, sans lesquelles l'égalité, au cœur de notre devise, devient une fiction. J'ai pris le temps, mes amis, de désigner toutes ces choses, car les faits sont accablants, pour qui accepte enfin de les regarder en face. La post-démocratie, c'est ce qui reste quand le pouvoir s'est progressivement affranchi des citoyens qui encombrent l'espace du débat. La démocratie se dispense aujourd'hui, la post-démocratie se dispense aujourd'hui des citoyens. Mais nous pensons qu'ils sont indispensables. Nous voulons que le peuple français redevienne indispensable. Voilà pourquoi une candidature de la gauche républicaine, patriote, souverainiste est aujourd'hui vitale dans le débat qui s'ouvre. Nous voulons offrir une forme politique à l'œuvre de reconquête par les citoyens de notre démocratie. Et je veux dire à ceux, bien que je doute qu'il y en ait beaucoup dans cette salle, je veux dire à ceux qui sont tentés de prolonger encore le déni, qu'ils ne seront pas seulement comptables du passif, ils seront aussi comptables de ce qui adviendra désormais. Je veux dire à ceux qui parlent de débat sans jamais le vouloir, ceux qui tiennent le discours de la seule politique possible, ceux qui répondent à la crise structurelle de l'Europe par plus d'Europe, ceux qui répondent à la crise structurelle du libéralisme par plus de libéralisme, au développement des communautarismes par plus de communautarisme, à l'émiettement de la République par plus d'émiettement de la République. Je veux leur dire qu'ils ne mesurent pas l'immense responsabilité qui est la leur dans le déclin de ce pays. Un ancien Premier ministre avait revendiqué la possibilité, le droit d'exercer son droit d'inventaire. Eh bien, je veux aujourd'hui le rassurer. Nous entendons effectivement bien exercer un droit d'inventaire. La souveraineté du peuple a été capturée, littéralement, par une caste qui agit au service de la finance. Le programme idéologique du libéralisme tend à une seule chose, la naturalisation des rapports sociaux. Dit autrement, c'est le retour de la loi de la jungle et le triomphe du droit du plus fort dans tous les domaines. Alors, est-ce que cette caste agit-elle délibérément au service de la finance? Pour une partie d'entre elles, sans doute. Mais au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Qu'elle agisse sans vraiment savoir ce qu'elle fait, ou qu'elle le fasse de manière planifiée, le résultat est rigoureusement le même. Dans un système de pouvoir, chaque agent joue sa partition au gré de ses intérêts. Nous ne résoudrons pas le problème actuel par la simple accusation des élites. Les dirigeants politiques, les traders et les banquiers, les lobbies, les médias, les hauts fonctionnaires et les technocrates. On ne résoudra les problèmes posés par la post-démocratie que si nous sommes capables de proposer une nouvelle organisation des rapports sociaux, une nouvelle vision du monde. Plus que les joueurs, c'est la règle du jeu qu'il convient aujourd'hui de changer. Le projet que je vais présenter aux Français, je le souhaite dense, sérieux, ambitieux, mais aussi original et étonnant. Le vieux monde s'effondre. Il s'effondre lentement. Nous sommes dans un monde nouveau. Pour apporter des réponses aux grandes questions de notre temps, nous devons inventer, changer d'angle, être capables de donner à voir la France que nous voulons dans le monde qui vient. Pour rétablir les citoyens au cœur de la République, je veux esquisser ici quelques grands axes de ce projet. Je vois 4 grands chantiers qu'il faudra engager. Ils n'épuisent évidemment pas le projet que je présenterai aux Français, mais ce sont des pistes qu'il nous reviendra de creuser. Premier grand chantier, c'est la société de plein emploi et la question sociale. Car sans la question sociale, mes amis, la République est vide. La question sociale... La question sociale sera au cœur de notre campagne. Qu'il ne faut pas confondre la question sociale avec l'assistanat. Ce mot assistanat est en soi un marqueur. C'est la façon dont les puissants désignent aujourd'hui les dispositifs de solidarité. Non, la politique sociale ne se réduit pas à l'intervention de la puissance publique en aval pour corriger ou soulager les dégâts causés par le marché. La question sociale passe en premier lieu par le défi magistral que représente le chômage massif auquel nous sommes désormais abonnés depuis de longues années. Le chômage détruit tout sur son passage. Près de 6 millions de nos concitoyens sont aujourd'hui, dans les faits, exclus du marché de l'emploi et de l'activité. Pour eux, cela signifie d'abord des difficultés quotidiennes pour vivre, pour se loger, pour manger, pour se déplacer, pour permettre à leurs enfants d'étudier, pour avoir accès aux loisirs et à la culture. Le chômage, c'est un enfermement, une forme d'assignation à résidence. Il conduit à l'exclusion de familles entières pour qui l'avenir se conjugue chaque jour au présent. Et c'est de dignité dont il est d'abord question. On nous dit depuis 40 ans que la France aurait tout essayé. Ça a commencé par le pacte pour l'emploi des jeunes. Beau programme. C'était Raymond Barre. C'était en 1976 et je n'étais pas né. Mois après mois, depuis 40 ans, tel Seuran, nous continuons de scruter l'horizon dans l'attente de l'inversion de la courbe du chômage. Et tel Seuran, nous ne voyons rien venir. Le travail, chers amis, permet l'autonomie pour ceux qui en ont un. La valeur du travail reste basiquement le prix du salaire. Mais le travail représente aussi la reconnaissance sociale, le sentiment d'utilité au monde qui nous entoure. Notre projet proposera au pays de reprendre en main cette question. Tout, je dis bien tout, devra être subordonné à cet impératif. Comment bâtir une société de plein emploi dans notre pays? La réponse... S'il vous plaît, oui, comme ça j'ai le temps de boire. Ça réchauffe un peu. La réponse à cette question, comment bâtir une société de plein emploi dans le pays, nous impose de proposer des solutions innovantes. Il faudra
mobiliser toutes les forces du pays vers cet objectif. Commencer par l'effort de recherche, organiser le renouveau industriel, nous protéger de la concurrence déloyale des pays à bas coût, proposer enfin une nouvelle organisation du travail, les conditions de travail, le temps de travail, tous ces sujets devront être abordés sans tabou. L'activité en France est aujourd'hui insuffisamment répartie. Telle est ma conviction. Il existe aujourd'hui une France des cadres qui travaillent chaque jour 60, 70 ou 80 heures et qui finance la survie de ceux qui ont un petit, pas chaque jour, chaque semaine. Ouais. Vous suivez, bien, vous suivez mieux que moi. Qui travaillent donc chaque semaine, disais-je, 60, 70 ou 80 heures, et qui financent la survie de ceux qui ont un petit boulot ou qui n'ont pas de boulot du tout. Cette répartition est absurde, et elle génère de surcroît des ressentiments puissants au cœur de la société. Le temps est venu, sur ces questions comme sur les autres, de sortir des réflexes et des oppositions stériles, qui polluent aujourd'hui toutes les questions liées au travail. Les économies dirigistes, à titre d'exemple, ou administrées, n'ont pas le monopole de la bureaucratie. Une nouvelle bureaucratie libérale, néolibérale, s'est développée. L'inflation de normes en tout genre, le commerce des droits et des brevets, le droit à la propriété intellectuelle, les procédures, le contrôle de gestion, le benchmarking, le formel remplace peu à peu le réel. La méthode remplace le métier. Voilà ce à quoi il faudra que l'on s'attelle, chers amis, pour simplifier aussi la vie de ceux qui font l'activité du pays, entrepreneurs comme salariés. Le deuxième grand chantier, c'est la fiscalité et la répartition des richesses. On hésite presque à formuler ces mots aujourd'hui, de peur de passer pour un monstre. Le phénomène de l'explosion des inégalités est si spectaculaire. Il procède d'un double mouvement. D'un côté, le décrochage des classes populaires, et de l'autre, la progression vertigineuse du capital des riches. Aujourd'hui, les revenus des 10% de la population les plus riches est 10 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. Ce ratio était de 7 en France au milieu des années 80. Le chiffre le plus éloquent et aussi le plus spectaculaire a été rendu public la semaine dernière. Les 62 personnes les plus riches dans le monde, ils tiennent dans un bus, mais ils ne le prennent pas. Ils tiennent dans un bus Macron, mais ils ne le prennent pas. Les 62 personnes les plus riches dans le monde possèdent autant de richesses que 3,5 milliards d'êtres humains sur cette planète, c'est-à-dire la moitié de la population de cette planète. Les 1% les plus riches, depuis 2015, ça y est, ils ont réussi, ils possèdent plus que les 99 autres pourcents à l'échelle mondiale. Voilà exactement quel est le problème des inégalités, pas seulement en France, mais aussi dans le monde. Et l'État dispose d'un outil à sa disposition pour corriger ces inégalités, mais pas seulement, assurer les recettes nécessaires à l'organisation de la solidarité. Ça s'appelle l'impôt, la fiscalité, les taxes. La révolution fiscale est un chantier colossal, car à bien des égards, ce débat est piégé. D'abord, le consentement à l'impôt des Français s'est tout de même progressivement détérioré. Ensuite, le système fiscal, censé amortir les inégalités, comble du comble, il est aujourd'hui un facteur aggravant des inégalités. Les 507 niches fiscales bénéficient, pour l'essentiel, aux classes aisées et aux classes supérieures. Par ailleurs, l'impôt progressif, que l'on dit être le plus juste, représente aujourd'hui moins de 15% des recettes de l'État. Et enfin, je dirais, la complexité du système fiscal génère davantage de méfiance que s'il s'agissait d'un pacte lisible et compréhensible par tous. Il faudra proposer une simplification du dispositif fiscal, élargir l'assiette, proposer un impôt universel sur le revenu, où tous les Français contribuent au fonctionnement de l'État et de la solidarité nationale.
Nous pourrons lancer des pistes. Nous pouvons envisager également de proposer un nouveau mode de financement de la solidarité nationale et des organismes qui assurent aujourd'hui la protection sociale. Aujourd'hui, leur financement repose exclusivement sur la dynamique économique et la production de richesses dans les entreprises. Il n'est pas inutile de s'interroger sur le fait que tous les Français contribuent au financement de la politique familiale, par exemple, mais je parle également de la protection maladie. Le troisième grand chantier, c'est la refonte de nos institutions, thème que nous n'avons pas toujours fait nôtre, lié à notre attachement pour la Ve République. Mais je pense aujourd'hui que la révision des institutions est nécessaire. Le régime présidentiel a fait ses preuves, et je recommanderais volontiers de ne pas être injuste avec la Ve République, et surtout de prendre garde à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce régime me semble déséquilibré, je le disais tout à l'heure. Et ce n'est pas une énième république dont la France a besoin. La tentation de la Sixième République, dont on nous rebat les oreilles, relève d'une certaine démagogie. Va-t-on vraiment rendre cette République plus démocratique en supprimant l'élection du président de la République au suffrage universel? Et la révocation des élus à mi-mandat, n'est-ce pas là une façon de constitutionnaliser la défiance, d'inscrire le doute permanent comme mode de relation entre les élus et les citoyens? La France a surtout besoin d'une Ve République refondée. Pour les amateurs d'informatique, nous avons parlé souvent de logiciels dans la maison. Je parlerai d'une République 5.2, dans laquelle on assure l'équilibre, la séparation et la lisibilité des pouvoirs. La République 5.2, c'est la mise à jour de la Ve République qui pourrait articuler la revalorisation du rôle de l'Assemblée nationale, j'en parlais tout à l'heure. C'est à l'Assemblée nationale que le débat démocratique doit avoir lieu, plus que dans le huis clos du Conseil des ministres. Elle doit donc aussi refléter la diversité politique du pays. Je proposerai également le retour au septennat pour déconnecter le mandat présidentiel du mandat législatif dans lequel aujourd'hui il est enfermé. Je proposerai la création d'une grande journée de délibération au cours de laquelle, chaque année, un référendum avec plusieurs questions pourra être organisé. Il convient, dans ce pays, de dédramatiser l'usage du référendum. Il convient, dans ce pays, de dédramatiser le recours au peuple et de convoquer par avance l'obligation faite au gouvernement et au Parlement, ce qui me semble mieux que 1 million de signatures pour poser une question. Une obligation annuelle faite au gouvernement et au Parlement de soumettre un certain nombre de questions utiles aux citoyens au terme d'une journée démocratique qu'on pourrait imaginer être un jour férié de la République. Nous verrons. L'évolution des missions et compétences du Sénat, dont chacun constate que, regrette parfois qu'il ne soit pas suffisamment utile ou qu'il fasse la même chose, parfois mieux que l'Assemblée nationale. L'évolution des missions et compétences du Sénat, qui pourrait devenir demain une chambre citoyenne qui exerce un pouvoir de contrôle de la vie démocratique. Procède, je parlais de séparation des pouvoirs, aux désignations et nominations pour les postes stratégiques dans la haute administration, car il y a aujourd'hui, à mon sens, trop de perméabilité entre le pouvoir politique et la responsabilité administrative. Faire un choix, enfin, pour la question des collectivités et l'architecture des administrations publiques de ce pays. Les citoyens ne comprennent rien, mais rien, posez-leur la question, à l'imbrication institutionnelle du pays. Et alors la loi NOTRe, en la matière, a encore aggravé les choses. Nous sommes loin du choc de simplification dans ce domaine. Nous vivons dans une république lorsque les citoyens sont à minima capables de répondre à une question simple. Qui fait quoi? Aujourd'hui, la réponse est à peu près « tout le monde touche à tout ». Nous devons trouver une formule équilibrée qui permettra de préserver la clause générale de compétence pour les communes et de la supprimer pour les autres échelons.
Ma conviction, c'est que chacun doit avoir sa mission, qui dépend elle-même du périmètre de l'action publique. Ce sera une façon de restaurer l'utilité des collectivités qui, en France, je ne parle pas de la commune, mais je parle de la région et du département, font l'objet de beaucoup de doutes chez nos concitoyens. Mais cet enjeu institutionnel doit être aussi pensé du point de vue de l'unité de la République. La France, je suis désolé de le dire ici, mais ce n'est pas Paris et la quinzaine de métropoles qui bénéficient de la mondialisation. 80% des habitants sont dans des espaces dits périphériques, pour lesquels la mondialisation est une menace. Cette France des provinces délaissées est aussi celle, ne soyez pas tentés d'y voir le moindre lien, évidemment, c'est aussi celle qui s'abstient le plus et qui vote le plus massivement pour le Front National. Nous devons être en capacité de valoriser le réseau particulier de villes moyennes qui existe dans ce pays, qui faisait vivre autrefois une industrie locale à forte teneur identitaire pour la région, de valoriser nos espaces ruraux confrontés à l'exode rural, de valoriser enfin nos espaces naturels et préserver nos paysages, car c'est aussi ça, la France. Le quatrième grand chantier sera bâtir enfin l'Europe du commun. Il faut aborder la question européenne sous l'angle du réel et de la réelle politique. La construction d'un destin commun pour les peuples d'Europe ne peut pas être envisagée contre eux, et exige aussi du temps. Le gâchis, il n'y a pas d'autre mot, saute aujourd'hui aux yeux. L'Europe utile, c'est l'Europe du commun et non l'Europe de l'unique. Par mise au commun, nous entendons logique de projet. C'est l'histoire d'Airbus, je regarde Thierry Cotel, pour laquelle la volonté a suffi. Il n'y a pas eu besoin d'enfermer le projet aéronautique dans le juridisme des traités. La logique de l'unique conduit inéluctablement à la contrainte et au carcan. Cette question est mécanique. Budget unique, frontière unique, monnaie unique. Mais laquelle de ces trois initiatives fonctionne vraiment aujourd'hui ? Sur la monnaie, mieux vaut, à mon sens, éviter d'en faire une obsession. Et d'ailleurs, nous n'avons pas d'approche idéologique de la question monétaire. Il n'y a qu'une seule question à se poser. Est-ce que ça marche ? Et si ça ne marche pas, je propose qu'on en tire quelques conséquences. Pour avoir critiqué la monnaie unique dès sa naissance lors du traité de Maastricht, traité qui fut signé, je ne vais pas dire ratifié, un 7 février 1992, c'est donc aujourd'hui la journée anniversaire. Pour avoir critiqué la monnaie unique dès sa naissance lors du traité de Maastricht, nous sommes en capacité de voir l'ensemble des problèmes que pose l'euro. Il y en a trois, et qui sont simples. D'abord, l'euro, c'est un frein à la croissance. Partout, pour tous les pays de la zone euro. Ils ont en moyenne une croissance inférieure de 0,5 points à 1 point de PIB. Et pas seulement depuis le début de la crise, c'est vrai depuis le début de l'introduction de la monnaie unique. Ensuite, l'euro, qui a été imaginé comme un outil, une monnaie politique, il a été imaginé pour faire converger les systèmes économiques sur le continent. Eh bien, nous sommes bien obligés de constater qu'il produit exactement l'inverse. Une monnaie unique, sur un espace aussi grand et aussi peuplé, disposant de modèles économiques aussi différents, n'est pas viable, car il renforce mécaniquement les disparités au sein de la zone euro. Et ce n'est pas moi qui le dis, depuis mon pupitre, là, aujourd'hui. C'est Paul Krugman, prix Nobel d'économie. Enfin, l'euro encourage le dumping social. Dès lors que les États ne disposent plus du pouvoir monétaire, il leur reste autre chose en termes de capacité d'ajustement. C'est la dévaluation salariale pour demeurer compétitif. Si ces trois conséquences de la monnaie unique ne suffisent pas à nos dirigeants pour prendre des initiatives fortes, eh bien, je le dis, leur cas est désespéré. Et désespérant. Alors oui,
Oui, chers amis, nous allons proposer de nationaliser l'euro pour que la France retrouve un outil monétaire au service de sa politique économique et sociale. C'est un peu plus précis que la sortie de l'euro, qui ne veut, à mon sens, rien dire ou pas grand-chose. Sortir, c'est pas un projet politique, sortir. Sortir pour quoi faire? Ce que nous voulons, c'est retrouver notre souveraineté. La monnaie unique n'est pas, je le disais, l'unique question. La reconquête de notre souveraineté, c'est aussi la reconquête de notre souveraineté budgétaire. La représentation nationale, l'Assemblée élue par les Français, n'a pas à montrer patte blanche à la Commission de Bruxelles. La France est un pays adulte. Et c'est une humiliation. C'est une humiliation. C'est une humiliation permanente dont les Français ne veulent plus. Ce n'est pas compatible avec l'exercice de la démocratie. Et la reconquête de notre souveraineté passera enfin par la maîtrise de notre territoire et de ses frontières. Alors, là aussi, ils ne sont pas nombreux ici aujourd'hui, mais que les bonnes âmes se rassurent. Je ne suis pas un nostalgique de la ligne Maginot, ni un fervent admirateur des murs, et encore moins de la frontière qui sépare les deux Corées. Rétablir la maîtrise des frontières, c'est juste se donner les moyens d'avoir une politique d'immigration, paradoxalement, humaine, sérieuse et conséquente. Une frontière délimite un dedans et un dehors. C'est une interface, c'est d'abord un lieu de passage sur lequel on exerce un contrôle, comme le dit Régis Debray dans son éloge des frontières. La République partout, la République pour tous, telle est l'ambition que nous pouvons proposer pour servir notre pays. La République partout, la République pour tous, c'est d'abord notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Je crois en la République, en la force motrice de sa devise, qui n'est pas un totem, mais un programme que nous devons recommencer ensemble chaque jour. La liberté des républicains n'est pas la liberté des libéraux, ni celle des libertaires. La liberté n'est ni la permissivité, ni la licence, ni le laisser-faire. Notre liberté, c'est l'émancipation du peuple, tout autant que l'émancipation des citoyens. L'égalité ne veut pas dire alignement ou nivellement, qui s'effectue toujours par le bas. Notre égalité, c'est l'égalité de tous devant la loi, quel que soit leur sexe, leurs origines, leurs croyances, leur statut social ou leur fortune. La fraternité, enfin, qui n'est pas une morale de curé. La fraternité, c'est ce qui lie les citoyens, par-delà leurs différences. Fraternité, notre fraternité permet de faire société, d'unir la République en unissant ceux qui la font vivre. La République partout, la République pour tous, suppose de reconstruire l'État, un État-puissance, un État stratège. La République n'est pas un régime de faiblesse où triompherait la toute-puissance des individus. La liberté des citoyens s'exerce au cœur d'une société dans laquelle le sort de chacun est lié à celui des autres. Elle suppose la loi et l'édification d'un État, car comme le dit Lacordaire, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est l'État qui affranchit. Sans autorité de la loi, il n'y a pas de République. La République partout, la République pour tous, c'est ensuite l'affirmation des principes de la citoyenneté, l'équilibre des droits et des devoirs, qui là non plus n'est pas une morale, c'est une nécessité, car les droits des uns, ce sont les devoirs des autres. L'extension indéfinie des droits est une illusion qui programme de nombreuses désillusions. La citoyenneté implique des devoirs envers la nation. C'est le désintéressement des citoyens, le don de soi pour une cause qui nous surplombe et qui nous lie. La République partout, la République pour tous, suppose la promotion de la laïcité. Elle implique la neutralité de l'État, garantit l'exercice de la libre conscience et la libre expression.
La laïcité impose aussi l'étanchéité entre l'espace public et ce qui relève du privé. Les croyances, les convictions, les modes de vie des uns seront aussi longtemps protégés qu'elles n'exerceront aucune contrainte ni aucune oppression sur celle des autres. L'islam connaît aujourd'hui une crise en son sein. Cette crise n'a rien à voir avec la France. C'est une crise mondiale. Notre rôle consiste à promouvoir en France un islam séculier. Nos compatriotes musulmans doivent savoir, comme tous les autres citoyens, que la République sera pour eux un refuge, aussi longtemps que la pratique de leur foi consentira à la primauté du profane dans l'organisation de la cité. La République partout, la République pour tous, une promesse qui prend tout son sens grâce à l'école. L'école permet à tous l'accès au savoir, l'ouverture et à la compréhension du monde qui nous entoure. Dès la maternelle, l'école est l'allié le plus précieux du citoyen en devenir. Pilier de nos institutions, des institutions républicaines, l'école permet l'ascenseur social, c'est-à-dire la possibilité toujours offerte de s'arracher aux conditions de sa naissance. Mais la transmission des savoirs est aujourd'hui menacée par la démagogie des discours pédagogistes, jamais avares de réformes, toutes plus hasardeuses les unes que les autres. La réformite est une maladie qui fragilise de manière permanente le travail des enseignants dont l'autorité est sans cesse remise en cause. Plus qu'un sanctuaire, mes amis, l'école est d'abord un lieu de résistance. Résistance au consumérisme ambiant, résistance à la médiocrité, résistance au discours de la facilité, résistance enfin au règne de l'instantané. La République partout, la République pour tous, requiert enfin d'assurer la sécurité des citoyens. La sécurité n'est pas une valeur, encore moins une valeur de droite. C'est une nécessité requise pour que nos compatriotes soient mis en situation de donner au quotidien le meilleur d'eux-mêmes. L'état d'insécurité physique et morale génère l'angoisse et l'obsession de l'instant vécu comme une menace. Il faut impérativement sortir, là aussi, de la fausse querelle entre prévention et répression. Penser l'un sans l'autre conduit à marcher à cloche-pied. La sécurité de tous, assumée par l'État, détenteur du monopole de la violence légitime, c'est la garantie de ne pas sombrer dans la guerre de tous contre tous et les formes d'autodéfense qui conduisent à des formes larvées de guerre civile et de séparatisme social. J'ai pris soin, mes amis, de rappeler et de situer nos phares et nos balises. Nous en aurons besoin pour naviguer dans ce siècle qui commence avec fracas. Ces repères nous permettent d'éviter les récifs et les hauts fonds. D'autres naviguent sans ambition. Ils font du rase-caillou. Notre projet devra prendre des risques. Et il devra commencer par prendre le risque de réussir. Citoyennes, citoyens, chers compatriotes, il n'y a pas de fatalité. La reconquête de notre souveraineté est le défi majeur pour lequel nous devons concentrer toutes nos forces. Sans elle, il n'y aura pas de transformation sociale. Sans elle, le peuple français, mais aussi les peuples en Europe, seront condamnés à rester spectateurs de leur propre destin. Non seulement ce n'est pas souhaitable, mais surtout ce n'est pas soutenable. Les Français ne souffrent pas seulement de la crise sociale et économique que nous endurons. Ils éprouvent une infinie tristesse. Une infinie tristesse devant la crise politique qui se déploie. Le doute chez eux a colonisé les consciences. Sur les bancs de l'école, nous avons appris que la République
était forte et nous la voyons faible. Nous avons appris que le citoyen était roi et nous le voyons sujet. Nous avons appris que le courage était la vertu décisive de l'action et nous voyons triompher les lâches, les raconteurs et les comptables. Comment ne pas se décourager? Que peut la France? Combien de fois la nation a-t-elle trébuché dans son histoire? Mais combien de fois le peuple a-t-il été dépossédé? Mais la République est déjà là. Nous l'avons tous reçue en héritage avec une obligation, celle d'en prendre soin. La France n'est pas éteinte. Les citoyens n'ont pas abdiqué. Ils sont démoralisés. Rousseau, dans le Contrat social, dit « L'esclave perd tout dans ses fers jusqu'au désir d'en sortir ». Nous avons un travail à faire, celui de participer au réveil des consciences, en tenant d'abord un langage de vérité, un langage de sincérité. La franchise, croyez-moi, est devenue si rare dans le paysage politique qu'elle ne peut qu'être entendue. La France n'est pas éteinte, elle dispose de ressources nombreuses qu'il s'agit de mobiliser. Nous ne sommes pas condamnés à l'effondrement que nos élites semblent avoir déjà intégré. Non, la croissance n'est pas évaporée à tout jamais. Non, le plein emploi n'est pas une chimère. Non, la justice sociale n'est pas un objectif périmé. Non, la France n'est pas finie. Il existe une mémoire collective sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Il existe une profonde aspiration à la justice. Les peuples sont dotés d'un instinct de survie dont nous ne devons pas douter. À chaque fois, le pays a su se relever. À chaque fois, les forces sociales se sont organisées. À chaque fois, les citoyens ont décidé que rien, aucune idole, aucune autorité illégitime ne pourrait durablement régner sur eux. Les siècles de notre histoire sont là pour en témoigner. Certes, il y a eu Henri II Plantagenet, et ensuite vint Philippe Auguste à Bouvines. Certes, il y a eu la Saint-Barthélemy, mais ensuite vint l'édit de Nantes. Certes, il y a eu Louis XVI, mais ensuite vint Valmy. Certes, il y a eu Sedan, mais ensuite vint la Troisième République. Certes, il y a eu Verdun, ensuite vint Clémenceau. Certes, il y a eu Juin 40, mais ensuite vint la Libération. Certes, il y a eu Maastricht, mais ensuite vint le peuple du 29 mai 2005. Ce message d'espoir, chers amis, ce message d'espoir, c'est celui du discours de la servitude volontaire de la Boétie. Et je profite un instant pour adresser un message particulier à François Clavier, qui est intervenu. Et sa présence sur scène aujourd'hui m'a rappelé des souvenirs anciens, qui datent de 20 ans, où je travaillais avec lui en première, en terminale, à la salle Molière à Nancy. C'était pour moi une grande émotion. Merci à toi, François. Le discours de la servitude volontaire de la Boétie, il témoigne du fond des âges que le sursaut est toujours possible. Bien sûr, le tyran décrit par la Boétie a changé, ça n'est pas le même. Ce n'est pas notre adversaire, c'est un tyran, je veux parler de la finance. C'est elle le tyran aujourd'hui. Ce n'est plus le monarque seul et tout-puissant, c'est la finance. C'est elle qu'il s'agit de dompter pour laisser enfin respirer les peuples. Mettre un terme à la post-démocratie, reconquérir la souveraineté populaire, c'est la condition pour engager une autre politique. C'est l'immense chantier auquel nous devrons, avec d'autres, nous atteler. Ce combat sera âpre et difficile. Il ne sera pas achevé, quoi qu'il arrive en 2017. Mais il commence avec 2017. Nos adversaires sont certes puissants, il ne faut pas avoir de doute. Ils mettront tout en œuvre pour empêcher la réappropriation du pouvoir par les citoyens. Ils mobiliseront toutes leurs forces, car, au bout du compte, les intérêts demeurent, en toute chose, la plus puissante des motivations. Ce combat, mes chers amis, ce combat que nous allons livrer ensemble, notre combat, n'est pas le combat d'une élection.
c'est le combat d'une génération. Et c'est maintenant que ce combat commence, c'est maintenant qu'il commence avec vous. Vive la République et vive la France.